ces usages vont transparaître dans la conception qu'en ont les économistes au début du XIXe siècle. Les premiers économistes, ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'économie néo-smithienne française, que sont Jean-Baptiste Say, Sismondi, vont être très durs à l'égard de la dette publique. Jean-Baptiste Say va parler d'une destruction de valeur systématique à l'égard des emprunts publics. Sismondi va formuler l'argument selon lequel la dette pèse forcément sur les générations futures et qu'on n'a pas le droit de faire peser le fardeau de la dette sur les générations futures. Progressivement, cette conception va évoluer au milieu du XIXe siècle, notamment avec l'apport des économistes du milieu des économistes ingénieurs qui vont voir dans la dette un moyen de financer des grands travaux publics et de couvrir les déficits des budgets antérieurs. Voilà pour ce qui est de la conception de la dette. Et il faut parler aussi de la structure des emprunts publics au XIXe siècle, et ça permet peut-être de relativiser la question selon laquelle la dette est forcément remboursable. On a déjà entendu hier, la dette est faite pour être remboursée, c'est inhérent à la notion même de dette. Au XIXe siècle, l'État s'endette en émettant des rentes, donc en vendant des titres de dette publique, et ces rentes sont pas toutes remboursables, et des obligations trentenaires qui sont donc remboursables à l'horizon de 30 ans, des rentes viagères qui s'éteignent à la mort du possesseur de la rente, mais il y a aussi, et c'est la grosse partie, des rentes perpétuelles, c'est-à-dire des rentes qui donnent lieu à un versement d'intérêt, un coupon qui se divise 2 fois par an, et qui se perpétue même au-delà de la mort du porteur de la rente. Ça se transmet à ses descendants, etc. Voilà, la dette publique n'a pas une vocation à être forcément remboursée. Mais dans un tel contexte, et par rapport à l'idéologie anti-dette publique des économistes néo-smithiens, le positionnement saint-simonien est à la fois singulier et précoce, puisque très tôt, et alors que les économistes réprouvent un tel usage de la dette, les saint-simoniens vont prôner une dette perpétuelle, en arguant le faire, appelant Voltaire et certains philosophes du XVIIIe siècle que la dette publique est fondamentalement la condition du développement de l'industrie. D'accord ? Il faut bien avoir à l'esprit que le saint-simonisme entend promouvoir l'émancipation des industriels vis-à-vis des propriétaires. Donc la dette publique va leur apparaître comme une condition forcée pour permettre l'essor des industriels vis-à-vis des propriétaires. Donc pour reprendre les termes du colloque qui nous réunit, la dette publique est une condition de la liberté de l'industrie face à la propriété. C'est entre guillemets le cadeau qui est offert aux industriels, mais en même temps c'est un poison, puisque le remboursement de la dette publique va être un obstacle à cette émancipation des industriels vis-à-vis des propriétaires. Donc l'intuition selon laquelle la dette publique est une condition nécessaire au développement de l'industrie est déjà présente chez Saint-Simon. Et Saint-Simon va vanter les mérites de la dette publique en opposition à l'impôt. Pour Saint-Simon, l'impôt est une version négative de la circulation monétaire. Il vient gêner la circulation monétaire et empêcher donc l'émancipation de l'industrie, parce que par l'impôt, le gouvernement va détourner l'argent pour assurer sa domination. D'accord ? Il va opposer donc l'art politique qui consiste à servir la domination du gouvernement à l'art proprement économique qui consiste à l'inverse à favoriser la circulation de l'argent. Et donc dans son œuvre, il accorde une longue digression aux emprunts publics et à la dette, et il mobilise l'exemple de l'Angleterre avec les billets de l'échiquier qui montre qu'une dette très importante est tout à fait compatible avec une industrie prospère. Il va jusqu'à écrire « Le crédit public est l'une des meilleures ressources dont dispose l'État ». Ceci étant, et c'est un point qui va marquer une rupture avec les disciples qui vont propager sa doctrine, Saint-Simon met un point d'honneur à ce que les dettes soient honorées. D'accord ? La banqueroute, même partielle, qui est un souvenir douloureux de l'Ancien Régime, ne sont pas acceptables dans la théorie de Saint-Simon. Il faut honorer ses dettes. Donc c'est à la fois en continuant en rupture vis-à-vis de ces intuitions que les disciples vont bâtir leur argumentation relative à la dette publique. Donc je parle en particulier de Barthélemy Prosper Enfantin, qui est un des deux pères suprêmes du saint-simonisme avec Saint-Amand-Bazard, et aux banquiers et frères Émile et Isaac Pereire, connus pour avoir créé à la mi-siècle le Crédit Immobilier. Donc dans la lignée de Saint-Simon,
ils vont essayer d'établir des projets de réforme fiscale avec cette idée que l'impôt, le bon impôt, est celui qui accélère la circulation des capitaux, celui qui ne le freine pas. Mais je passe sur ces projets de réforme fiscale qui seraient intéressants par ailleurs, mais l'objectif n'est pas là, puisque derrière ces projets de réforme fiscale, on voit poindre déjà l'intuition, l'idée un peu folle, selon laquelle l'emprunt public pourrait remplacer toute forme d'impôt. Donc un tel positionnement est très vite et inéluctablement confronté à un paradoxe de taille. Comment financer la dette publique sans recourir à l'impôt ? L'énigme semble effectivement insoluble, mais bon, on la contournera en disant qu'il ne s'agit pas véritablement de se passer de toute forme d'impôt pour les Saint-Simoniens, mais simplement d'éviter tout recours systématique et vexatoire qui empêche l'émancipation des industriels. Donc 3 séries de questions guideront mon développement, que j'espère arriver à faire court. Première série de questions, en quoi l'impôt est-il économiquement l'emprunt est-il économiquement favorable à l'impôt ? Le système d'emprunt n'a-t-il pas des effets sociaux regrettables en termes de rapport de domination ? Deuxième série de questions, la dette publique a-t-elle vocation à être remboursée ? La caisse d'amortissement est-elle un dispositif de régulation efficient ? Et enfin, troisième série de questions, l'État est-il légitime pour diminuer arbitrairement, entre guillemets, le service de sa dette ? La diminution du revenu des rentiers de l'État est-elle socialement, économiquement et juridiquement justifiable ? Donc pour ce qui est de l'emprunt et de l'impôt, donc Émile Varro, qui est un Saint-Simonien important et qui participe à l'exposition de la doctrine saint-simonienne en 1829, écrit cette phrase qui est passée inaperçue mais qui est pourtant lourde de sens pour la compréhension du positionnement saint-simonien sur la question fiscale. Il dit: ici se présente une question pour nous très secondaire, mais qui est d'un haut intérêt aujourd'hui, puisque c'est uniquement en se plaçant sur ce terrain que nos hommes d'État s'occupent de l'industrie, et semblent s'apercevoir qu'il existe des hommes qui profitent des richesses qu'eux-mêmes consomment. Nous voulons parler de l'impôt. Donc l'idée qui sous-tend cette phrase, c'est que pour les Saint-Simoniens, en s'immisçant dans la sphère industrielle, l'impôt transforme la production en puissance politique. Donc ça, c'est une idée qui est développée récemment par les économistes régulationnistes notamment. L'impôt offre à l'État les ressources monétaires de sa construction. Bon, qu'on considère que ces ressources monétaires soient nécessaires n'empêche pas de s'interroger sur la légitimité de ce procédé fiscal. Et donc aux économistes du 19e siècle, qui tout en indiquant les limites de l'impôt vont pratiquement essentialiser le caractère intrinsèquement mauvais et destructeur de l'emprunt perpétuel, et vont dénoncer la facilité avec laquelle les gouvernements peuvent opérer des dépenses ruineuses, pour les générations futures notamment, Enfantin va répondre que le système d'emprunt public n'est pas vicieux en lui-même, et que condamner le feu parce qu'il brûle serait un très mauvais calcul. Donc dans un long et important article du Producteur, qui est le premier journal saint-simonien, où les Saint-Simoniens diffusent leurs idées, Enfantin expose en effet les avantages du système d'emprunt comparé à celui des impôts. Il estime que même lorsque la question de l'impôt est appréhendée au travers du critère de justice sociale, d'après lequel chacun doit payer en raison de ses facultés, il reste que l'impôt est toujours obtenu par la force, et ce malgré le principe du consentement à l'impôt inauguré par la Révolution de 1789. Alors il reconnaît le progrès important dans l'appréhension de l'impôt depuis l'ère féodale, mais il va mobiliser une argumentation générale hostile à l'impôt, proche de celle mobilisée plus tard par les économistes libéraux de la fin du XIXe siècle. L'impôt se justifie toujours par l'expropriation. L'établissement d'une équitable assiette pour l'impôt exige, je cite, l'examen inquisitorial de la richesse individuelle. Or, la véritable question est de savoir comment consacrer aux charges publiques les produits dont l'absence nuit le moins à la production, c'est-à-dire les capitaux employés de la manière la moins infructueuse. Or, dans cette idée, l'emprunt s'impose comme dispositif bien plus efficace que l'impôt. En effet, pour Enfantin, c'est toujours celui qui possède les capitaux qui fait l'avance de l'impôt. Il considère que l'impôt de l'industriel est payé avec l'avance que lui fait le propriétaire, lequel reçoit en échange l'intérêt du capital avancé. Ainsi, lorsque le propriétaire des capitaux fait l'avance à l'industriel pour qu'il satisfasse lui-même à l'impôt, il perçoit une rente du même ordre que lorsqu'il prête à l'État via l'emprunt public. Alors, les Saint-Simoniens vont regretter que non seulement l'industriel soit soumis aux conditions que lui fait le propriétaire pour la jouissance des instruments de travail, mais ils remarquent aussi qu'il est soumis aux conditions que lui fait le capitaliste pour le paiement de l'impôt. Et du coup que l'impôt, malgré lui, entérine des rapports de domination qui empêchent l'émancipation de l'industriel vis-à-vis du propriétaire.
Cette accusation portée à l'impôt comme participant d'un obstacle à l'émancipation des industriels vis-à-vis des propriétaires s'explique d'autant plus par le type de suffrage politique qui structure encore les régimes de la Restauration et de la monarchie de Juillet en France, puisqu'il s'agit du suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, ce sont les propriétaires, ceux qui payent l'impôt direct, et ceux qui sont représentés dans les assemblées délibérantes, qui votent l'impôt, et donc et ont toute libéralité pour bloquer l'évolution des combinaisons fiscales porteuses de droits politiques, donc la fiscalité directe, et ont toute libéralité également pour reporter sur les industriels tout le poids de la fiscalité, via notamment le développement massif des impôts indirects, ce qu'on observe véritablement quand on regarde l'évolution de la fiscalité au XIXe siècle. L'impôt foncier accuse des dégrèvements très importants tout au long du siècle, à mesure que l'impôt indirect, l'impôt sur la consommation, augmente dans des proportions considérables. Émile Pereire écrit « Toutes les ambitions influentes viennent se résumer dans l'élaboration d'un budget se prêtant à toutes les exigences des capitalistes, des spéculateurs, des grands propriétaires et des fonctionnaires. Tous trouvent une complète satisfaction dans la loi de finances. Le peuple, seul, qui gémit sous le poids des impôts, ne trouve que des oreilles sourdes. » Donc, deux éléments expliquent à mon sens le rejet saint-simonien de l'impôt. D'abord, il y a une forme négative de circulation monétaire qui gêne le développement de l'industrie en imposant des privations aux industriels qui paient l'impôt avec les avances octroyées par les capitalistes contre intérêt. Deuxième élément, l'impôt entérine de vieux rapports socio-domination. Ce sont les propriétaires qui votent l'impôt et ils excluent les industriels du partage des droits politiques et déchargent sur eux tout le poids de la fiscalité. À partir de là, 4 éléments justifient selon eux le recours à l'emprunt. L'emprunt public simplifie les relations de crédit. L'industriel ne sert plus d'intermédiaire entre les possesseurs de capitaux et l'État. Là où l'impôt est deuxième élément, là où l'impôt est vexatoire et s'obtient par la force, l'emprunt protège les intérêts du travail. Il est offert volontairement et porte sur des capitaux improductifs. Grâce à l'emprunt public, l'État attire à lui la rente foncière et les suppléments monétaires des oisifs. Troisième élément positif, la masse des capitaux qui sont prélevés sont en mesure de financer de grands travaux industriels nécessaires à la nouvelle société industrielle. L'emprunt est par ailleurs plus facile à percevoir que l'impôt. Et quatrième élément, qui à mon sens est le plus important, l'emprunt apparaît aux yeux des Saint-Simoniens comme une nouvelle forme de monnaie sociale. Ils l'écrivent comme ça. Il est un dispositif de socialisation des richesses. Je cite, « Il permet d'étendre à la classe la plus pauvre et la plus nombreuse l'usage des capitaux concentrés au sein de la sphère de la classe privilégiée par la naissance. Nous le signalons comme la transaction la plus productive du bien-être populaire, puisqu'elle a pour objet de faire passer les capitaux qui sont les instruments obligés du travail des mains des oisifs qui possèdent dans celles des travailleurs qui ne possèdent pas. » Voilà, donc un cadeau, si je veux reprendre les termes de Jean-François, l'emprunt est un cadeau, puisqu'il permet le développement de l'industrie. Cela dit, le développement des emprunts publics au XIXe siècle déçoit les préconisations saint-simoniennes. Pour quelles raisons ? Pour 3 raisons essentielles. Les grands emprunts qui ont lieu au XIXe siècle financent la guerre. Or, la guerre n'a aucune raison d'être dans la philosophie saint-simonienne. L'État n'a pas à construire sa puissance et sa légitimité à l'extérieur de ses frontières, c'est à l'intérieur qu'il doit construire sa puissance via le développement de l'industrie. Deuxième élément, c'est l'intermédiation financière qui a lieu, puisque les emprunts publics, les premiers emprunts publics du XIXe siècle en tout cas, ne sont pas émis dans le public. C'est les grandes banques d'affaires auxquelles sont adjugés les emprunts, notamment Rothschild. Et troisième raison, c'est que finalement, malgré les espoirs qu'on portait dans l'emprunt public, la rente, le titre de dette publique va être sacralisé et va du coup réactiver des rapports de domination qui n'ont rien à voir avec les capacités et sont donc incompatibles avec les exigences de la doctrine. Avec le développement du système d'emprunt, on revient finalement à faire payer au travail une rente à l'oisiveté afin de rembourser le capital. Cette rente est honorée par le transfert d'une partie des ressources fiscales vers les créanciers de l'État. Les propriétaires détiennent des droits économiques sur l'État et du coup le droit de propriété qui était initialement cantonné à la sphère économique va percer les frontières de cette sphère économique pour investir celle du politique. Les propriétaires fonciers deviennent propriétaires d'une partie des droits sur l'État et acquièrent du coup une position dominante dans la sphère politique, si tant est qu'ils n'étaient pas déjà dominants. S'opère ainsi un glissement ou une mutation depuis l'aristocratie foncière qui concentre initialement toutes les critiques saint-simoniennes vers une bourgeoisie cette fois rentière, laquelle triomphe décidément éternellement sur les industriels.
Mais on peut contourner ce problème en indiquant que si le recours à la rente réactive et confirme de vieux rapports de domination économique et politique desquels le monde industriel ne parvient pas à s'extraire, c'est essentiellement lorsqu'il est question du remboursement de la dette. C'est pas la dette en elle-même, c'est son remboursement qui réactive ces rapports de domination. Donc je vais m'intéresser maintenant à la question du remboursement. Le remboursement de la dette peut être appréhendé sous 2 points, le remboursement du capital et le versement des intérêts. Donc je m'intéresse dans un premier temps à la question du remboursement du capital. La question qui émerge maintenant, c'est la dette doit-elle être perpétuelle ou doit-elle être amortissable? Donc je l'ai dit, dans les années 30, les saint-simoniens parlent des emprunts perpétuels émis par les États comme d'une véritable monnaie de crédit social. Ils emploient ces termes, c'est pas moi qui les invente, c'est écrit comme ça. Les emprunts perpétuels permettent de faire perdre son caractère individuel au crédit et de le socialiser. Le crédit est plus long et grâce aux emprunts publics, du coup, la redevance payée aux capitalistes est moins importante que dans ce qui a trait au crédit individuel. Toutefois, estime-t-il, dès lors que l'on institutionnalise l'amortissement de la dette, l'emprunt perd toutes ses vertus, toute sa supériorité sur l'impôt, puisqu'il s'agit finalement de financer par l'impôt l'amortissement du capital. C'est ainsi que les saint-simoniens vont formuler une critique virulente à l'égard de la nouvelle caisse d'amortissement qui naît en 1816. Donc c'est la 5e caisse d'amortissement qui existe en France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette caisse d'amortissement ? Sa raison d'être au départ, c'est d'assurer le développement du crédit public, d'assurer le crédit de l'État, en promettant aux futurs rentiers de l'État, aux créanciers, qu'ils trouveront toujours un acheteur potentiel pour leur titre de rente. D'accord ? Grâce à une dotation initiale du Trésor, la Caisse est en mesure de racheter progressivement les rentes qui s'offrent à la bourse. Les rentes qui sont rachetées sont immobilisées à l'actif de la Caisse et elles continuent à donner lieu à une perception d'intérêt. Et ces intérêts viennent grossir le capital de la Caisse et on estime aussi que la Caisse va être en mesure de racheter de plus en plus de titres de rente jusqu'à l'extinction définitive de la dette. Donc, si au départ elle est censée assurer le crédit de l'État, très vite elle va s'imposer le devoir d'éteindre la dette. À partir des années 20 et 30, on lit clairement dans les écrits des financiers de l'époque, des ministres des Finances, etc., de dire que l'amortissement doit pour vocation d'éteindre progressivement la dette publique, alors que ce n'est pas fondamentalement son rôle au départ. Donc si au départ la caisse d'amortissement est un moyen d'assurer l'essor du crédit de l'État, elle se transforme rapidement aux yeux des saint-simoniens comme un moyen détourné de maintenir des impôts que l'on justifie au motif de cette extinction de la dette publique, alors même que l'on sait, je crois pertinemment, que la caisse d'amortissement ne parviendra jamais à l'extinction de la dette. Preuve en est, elle disparaîtra en 1871 avec un bilan très peu favorable. Donc, je passe sur les raisons pourquoi ça fonctionne pas. Essentiellement, ça fonctionne pas. On reprend la formule des intérêts composés de Price en Angleterre. Mais ça fonctionne pas essentiellement parce que, en même temps qu'on cherche à amortir, on continue à emprunter. Donc, les intérêts composés ne peuvent pas fonctionner. Donc, les raisons de la version saint-simonienne pour cette caisse d'amortissement. Première raison, le procédé est absurde. On emprunte en vue d'acheter des rentes. Donc, on emprunte en vue d'éteindre la dette. Ce qui fait qu'en fait on émet des rentes très bon marché que l'on finit par acheter très cher, donc avec une perte sèche. Donc à mesure que l'on cherche à se désendetter, la dette augmente. Deuxième raison pour laquelle les saint-simoniens s'opposent à la caisse d'amortissement, c'est parce que ce sont les impôts payés essentiellement par le travail qui forment la dotation du Trésor vers la caisse d'amortissement. Entre 1816 et 1840, il est très rare que parmi les ressources de la caisse, les arrérages, donc les intérêts perçus sur les rentes, dépassent la dotation faite par le Trésor. Ce n'est le cas qu'entre décembre 1832 et décembre 1834. Troisième raison non moins importante, et qu'on jugera peut-être un peu instrumentale, c'est le fait que selon les saint-simoniens, les rentiers de la dette publique ne sont de toute façon pas intéressés par le remboursement du capital. S'ils ont souscrit un titre de rente sur l'État, c'est pour percevoir les intérêts, et le titre de remboursement du capital ne les intéresse pas. Si on les rembourse, ils se dépêcheront de trouver un autre placement pour leur capital, étant donné que le capital qu'ils placent est par nature improductif.
si bien que le remboursement du capital des rentes ne détruit jamais aucune dette, fait que simplement qu'il l'a déplacée. Donc, je passe vite, j'arrive au bout du temps, donc j'avais d'autres choses à dire sur cette caisse d'amortissement, mais je passe au deuxième point qui me semble intéressant sur la réduction de la dette, c'est le versement des intérêts de la dette publique au XIXe siècle. Alors les Saint-Simoniens s'opposent à l'amortissement du capital, au remboursement du capital de la dette, mais la question du versement des intérêts reste entière. Comment doit-on financer toujours les rentiers dans les mêmes conditions ? Alors, au XIXe siècle, bon nombre de projets de ce qu'on appelle la conversion des rentes émergent. La conversion consiste à diminuer, certains diront arbitrairement, l'intérêt qu'on verse aux rentiers de la dette publique. Alors, c'est pas tant arbitraire que ça, puisqu'en fait, ça se fonde sur l'amélioration du crédit de l'État. L'État s'est endetté à raison d'un versement de 5% par an. Mais c'est parce qu'il ne pouvait pas faire moins au moment où il s'endettait. Par contre, à mesure que son crédit augmente, il est capable, le cours des rentes augmente, et donc quand le cours des rentes dépasse ce qu'on appelle le PER, c'est-à-dire 100 francs par titre de rente, c'est une indication pour l'État qu'il est en mesure d'emprunter à des conditions bien plus avantageuses pour lui. D'accord ? Il ne devrait plus être obligé de verser 5 francs de rente. Et donc qu'est-ce qu'il fait c'est quoi l'intuition des projets de conversion ? C'est de rembourser la dette qui était initialement contractée à raison de 5 francs de titre de rente et de la convertir en une autre dette avec un intérêt moindre. Donc les projets de conversion, le premier émerge en 1825 par Villèle, et ce projet a été contesté notamment parce qu'il avait pour but de dédommager les émigrés de la Révolution française, les gens propriétaires qui ont été entre guillemets spoliés par la Révolution, et Villèle s'imposait le devoir de les dédommager, et donc il a prétendu que l'État était en mesure de économiser sur les intérêts de la rente et de verser le milliard récolté aux anciens immigrés de la Révolution française. Mais à partir de ce projet-là, plusieurs autres vont émerger, notamment en 1852, en 62, enfin tout au long du siècle en fait. Mais tous vont susciter des débats très importants. Lorsque les députés vont voter non sans mal les projets de conversion, la Chambre des Pairs, elle, va systématiquement les refuser. L'argument avancé est essentiellement l'appauvrissement du rentier. Père de père en fils, enfin père PAIRS de père en fils, les individus qui siègent à la Chambre des Pairs sont eux-mêmes souvent de gros propriétaires de rente et se posent comme ambassadeurs de la vieille noblesse devenue créancière de l'État. Donc les arguments mobilisés contre la conversion des rentes, d'abord l'atteinte au droit de propriété, on n'a pas le droit de porter atteinte à la rente, c'est une propriété. Deuxième argument, de dire qu'on va dévaluer arbitrairement ces propriétés, alors que l'inflation, selon les opposants à la conversion des rentes, suffit à dévaloriser cette propriété. Et enfin, un argument de droit, la conversion représente une rupture du contrat passé entre l'État et ses créanciers. Donc mes frères Pereire, donc deux banquiers saint-simoniens au départ convaincus, puis qui vont se transformer petit à petit en brasseurs d'affaires du Second Empire, vont tout le long du XIXe siècle défendre la conversion des rentes au motif que c'est un moyen une tentative pour la sphère politique et pour la sphère industrielle de détendre quelque peu le lien qui la maintient dans une relation de dépendance quasi exclusive vis-à-vis du monde des rentiers. Et du coup, oui, la conversion des rentes va laisser entrevoir la possibilité pour le monde industriel de s'émanciper progressivement des propriétaires. Alors, je crois que il reste 3 minutes. Tu peux peut-être conclure Oui. Alors, j'avais encore plein de choses à dire sur la singularité des projets de conversion des rentes défendus par les Pereire, mais j'en viens juste à quelque chose qui me semble intéressant. On pourrait y revenir dans la discussion. C'est la manière dont ce positionnement relatif à la dette publique va aussi marquer une rupture vis-à-vis, alors au sein du saint-simonisme sans doute, mais aussi vis-à-vis d'autres. Au sein de ce qu'on appelle la nébuleuse socialiste du XIXe siècle, et notamment vis-à-vis du fourriérisme, puisqu'en 1838, Victor Considérant, qui est le principal disciple de Fourier, va adresser une brochure à ses anciens collègues membres de la Chambre des députés,
dans laquelle il souhaite délégitimer le principe même de conversion des rentes. Pour lui, les partisans de la conversion ne respectent pas la dichotomie qu'il existe entre l'État législateur d'une part et l'État industrie gouvernementale de l'autre. Pour considérant, le premier domine le second, l'État industrie est soumis aux conditions que lui fait l'État législateur. Considère que le droit est au fondement de l'initiative politique et que la conversion des rentes est précisément un manquement au droit. Selon lui, le souverain peut rééquilibrer avec selon lui, seul l'État souverain peut rééquilibrer avec les conditions présentes les dépenses de l'État liées au service de sa dette. Or, il considère que la rente est une propriété comme une autre et elle ne peut se soustraire à l'action du souverain. Si pendant longtemps l'industrie gouvernementale n'a pas été prospère et qu'il a fallu pour asseoir le crédit de l'État exempter d'impôt la rente, ceci est désormais un privilège inadapté. Le souverain doit modifier la loi qui était faite antérieurement, qui était bonne dans le temps mais qui cesse de l'être. Donc, le titre de sa brochure est important. Il écrit la conversion c'est l'impôt. Donc en fait, considérant, dit oui, il faut réduire le revenu des rentiers. Simplement, il ne faut pas le réduire comme ça arbitrairement par des mesures brusques, ce qu'il appelle des mesures révolutionnaires, mais il faut le réduire, décharger le service que lui fait l'État en instaurant un impôt sur la rente. Donc je conclue rapidement pour faire le point. J'ai le sentiment que j'ai été très brouillon, mais j'espère que... Plusieurs points de conclusion. Tout d'abord, dans la théorie saint-simonienne, tout converge vers le développement de l'industrie. J'espère avoir montré que le rapport à la dette publique y participe également. Deuxième point de conclusion, le recours à la dette publique est une condition préalable de la liberté et du développement de l'industrie. D'abord parce qu'en recourant à l'emprunt public plutôt qu'à l'impôt, l'État permet aux industriels de s'émanciper de la domination économique des propriétaires. Ensuite, parce que ce que Louis Girard appelle l'emprunt de la paix doit permettre le financement de grands travaux industriels. Troisième élément de conclusion, la condition pour que la dette publique permette l'émancipation des industriels vis-à-vis des propriétaires est que la dette soit perpétuelle et non amortissable. Et dans un deuxième temps, qu'on s'intéresse à diminuer le revenu payé par les contribuables aux propriétaires de rente. Dans le cas contraire, l'usage de la dette publique réactive de durs rapports de domination et empêche tout essor des travailleurs face aux oisifs. Enfin, troisième chose, la proposition de considérant qui estime qu'il serait plus simple d'imposer la rente plutôt que de les convertir ne pouvait séduire de vieux saint-simoniens fidèles à la doctrine, tant l'impôt est ainsi réintroduit comme principe génératif de l'ordre social. Il est au travers de cette proposition de nouveaux questions de politique, là où les saint-simoniens souhaiteraient plutôt utiliser des logiques économiques, financières, voire même spéculatives pour régir l'ordre social. Enfin, je voudrais simplement en disant qu'on constate simplement que l'idée d'une maladie de la dette publique n'est pas nouvelle, qu'elle anime bon nombre de discours de politiques, d'économistes et de financiers au XIXe siècle, et qu'à rebours de cette conception, les saint-simoniens considèrent la chance que représente la dette publique et insistent sur le courage politique qui résiste non dans l'acceptation de la dette comme un problème, mais dans l'acceptation de son caractère perpétuel et dans le volontarisme consistant à diminuer le revenu des rentiers, c'est-à-dire le service de la dette. Si l'analyse saint-simonienne flirte avec la thèse d'une financiarisation des finances publiques et avec le remplacement du gouvernement par une technocratie administrative, c'est d'une technocratie singulière dont il s'agit, une technocratie bien différente des experts actuels pour qui la dette est le mal incarné et l'austérité le remède. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup Clément. C'était pas du tout brouillon, ça a même gagné en clarté par rapport à la version écrite qui était très claire par ailleurs. C'est là, en oralisant ton propos, ça a gagné encore en clarté. Juste, je vais oublier sinon. Bon. Et je me demandais simplement en passant pourquoi considérant qui fait une leçon de Saint-Simonisme, c'est Saint-Simonin en quelque sorte, alors qu'il est fourriériste, pourquoi considérant estime que imposer les rentes c'est moins brutal et moins arbitraire que les convertir. Il a un argument là. Enfin, si peut-être pas approfondir la question, mais juste je peux me poser la question. Peut-être tu peux répondre maintenant ou très rapidement, ou sinon on peut rejeter ça à la fin pour la discussion.
Comme juste en quelques... c'est moins brutal simplement parce qu'une fois que l'impôt est décidé, il est valable, enfin selon moi, il est valable sur une durée indéterminée, enfin jusqu'au moment où on estime de réformer l'impôt, alors que la conversion des rentes, c'est pas une mesure unique. C'est-à-dire qu'il y a une conversion qui est votée en 25, il y en a une autre, on va estimer qu'il faut à nouveau convertir en 32, qu'il faut à nouveau convertir en 52. En fait, il n'y a pas de lisibilité à long terme, en fait. C'est-à-dire que à mesure que le cours de la rente, la conversion consiste à dire, à mesure que le cours de la rente dépasse le pair, donc les 100 francs, l'État s'est endetté en proposant des titres de rente inférieurs à 100 francs. Les premiers emprunts sont à 52 francs, ceux qui sont achetés par la Rothschild notamment, et puis au fur et à mesure que l'État gagne en crédit, le cours des rentes augmente, et quand il dépasse ce qu'on appelle le pair, c'est-à-dire 100 francs, c'est là qu'on va estimer qu'une conversion est possible. Et du coup, en fait, à chaque fois que le titre de rente 5% va dépasser le pair, on va dire qu'il faut le convertir en 4,5%, et puis le 4,5 va vivre sa vie, et puis il va dépasser 100 francs, et bien là on va dire on va le transformer, on va le convertir en 4%, et ainsi de suite, ainsi de suite.